Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Écoutez, donc aujourd'hui on va faire le point hebdomadaire comme d'habitude sur l'actualité crypto. Dans un premier temps déjà, je vous souhaite bien sûr un très joyeux Noël et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes en famille et vraiment que tout aille le mieux pour vous. Surtout après une année 2025 quand même chargée en émotions au niveau de la crypto-monnaie, au niveau des marchés, ça a été une année de fou, on pense, hein, c'est-à-dire que c'est vrai que là, on voit que chaque année, depuis le Covid, au final, ben, on a notre lot, notre quotidien de nouvelles, ça part en vrille. En fait, le monde part en vrille, on le voit, et surtout au niveau, et surtout au niveau économique. D'ailleurs, je vais faire le point, bien évidemment, sur cette vidéo, sur tout ce qui est la conclusion de 2025 un petit peu, et surtout, je donne mon opinion sur la suite des choses sur 2026, avec des éléments, bien évidemment, à l'appui. Hein, vous connaissez, pour ceux qui me connaissent déjà. Et donc là, je vais vraiment faire le point, parce que c'est vrai que c'est la confusion totale. On voit beaucoup de réactions sur Twitter, vraiment négatives. Alors vous avez un peu le combat désormais entre ceux qui croient à la suite du bull run et ceux qui disent ça y est, sur le bear market c'est fini. Donc je vais essayer de faire un peu le tri là-dessus et de donner mon opinion par rapport à ce que je vois en termes d'éléments qui sont en train de sortir. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse, hein, je rappelle, je n'ai pas de boule de cristal. Bon, voilà, je vous donne une opinion personnelle, mais je peux me tromper. Évidemment, je suis pas conseiller financier, donc à chacun vraiment d'avoir sa propre opinion. Mais là, c'est très intéressant. On est vraiment un élément charnière, et je pense qu'on est aussi un élément charnière sur beaucoup d'éléments, pas que dans la crypto-monnaie. C'est vraiment un ensemble, même au niveau économique. On le voit sur même les positions géopolitiques avec les BRICS, notamment qui ont créé leur étalon or, j'en ai parlé la semaine dernière. On voit au niveau même mondial l'endettement qui s'intensifie pour chaque pays, notamment surtout l'Occident, et donc ça a des conséquences quand même là au Japon, donc je vais en parler bien évidemment. Je vais parler du cours de l'or, de l'argent qui continue d'exploser et de nous passer un message, justement dans ce contexte géopolitique et économique très compliqué. Bon, donc je vais faire le point de tout ça, et bien sûr je vais faire le point sur les actualités crypto plus générales, de projets également comme VeChain, Ondo Finance, enfin comme d'habitude, hein, avec Plume, le RWA, tout ça. Et donc, vraiment, on est en train de finir l'année en beauté, avec l'émotion totalement exacerbée et avec la volatilité de la crypto que l'on connaît, qui est toujours plus forte en ce moment. Bon, donc voilà, je vais aborder tout ça. Donc, je vous propose, calez-vous tranquillou dans où que vous soyez, tranquillement avec un petit café ou un sandwich et autres. Et puis écoutez, c'est parti, hein, on est chaud. Donc, je vais commencer avec le Bitcoin notamment et les ETF. Et regardez, donc là, je suis sur Farside Investors et c'est un massacre. Alors, cette semaine, vraiment, on a pris la douche froide puisqu'on a en fait plus de capitaux sortants que de flux entrants. Et on a une journée le 17 décembre qui a sauvé littéralement les meubles, hein, puisque ça a limité la casse. On a 457,3 millions de dollars de flux entrants, mais contre au moins 600, voire 700 millions de dollars sur la semaine de flux sortants. Donc là, vraiment, on a une semaine si claire de flux sortants sur le Bitcoin. Après, on est toujours, en tout cas là, faut encore relativiser, sur une semaine quand même, un total de 57,38 milliards de dollars de capitaux injectés sur le marché des ETF Bitcoin Spot. Donc on est très loin quand même d'avoir une sortie des capitaux de la part des institutionnels ou des particuliers investis dans les ETF. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir également. Sur Ethereum, c'est la même chanson, mais là en pire. Là, il n'y a que des flux sortants cette semaine. On voit, mais on est un peu sur un même ordre de grandeur que le Bitcoin au final en termes de flux sortants, puisqu'on est encore une fois à 12,46 milliards de dollars au total injectés sur les ETF Ethereum. Donc en ce moment, on voit bien qu'on a, quand je vous dis, on a un sentiment de bear market, il est vraiment présent. On a des sorties effectivement cette semaine sur les ETF, c'est flagrant. Mais là où ça fait également contraste, c'est sur les altcoins. Parce que là, regardez, Solana notamment est toujours en flux positif et accumule. Donc là, on a 741 millions de dollars de flux entrants au total sur Solana avec une semaine parfaite où il n'y a que des flux entrants. Je passerai également, je parlerai de XRP plus tard, mais c'est la même chose pour le XRP. Donc là, on voit vraiment, on a
une dissonance même au niveau des ETF à travers les altcoins, notamment comme Solana, XRP qui attirent toujours plus de capitaux, et Bitcoin, Ethereum, les pontes, les rois de la crypto, eh bien, sont plutôt en train d'avoir des flux sortants, en tout cas cette semaine. Donc on va voir ce que ça donne pour la dernière semaine, enfin les dernières semaines là de 2025. Mais en tout cas, on voit voilà, il y a une tendance vraiment pas à la panique, mais au retrait de capitaux en ce moment, et on voit bien que ça se retranscrit sur le marché crypto avec les prix. Personnellement, je veux dire, est-ce que je crois que c'est le bear market, que c'est la fin des temps pour la crypto-monnaie? Très loin de là. Au contraire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je vais passer aux articles, bien évidemment. Hein. Donc là, je suis sur journalducoin.com. Le Lightning Network bat un nouveau record de capacité avec plus de 5600 bitcoins. Alors, est-ce que on pourrait dire que ça n'a rien à voir avec le sentiment de marché, enfin tout ça là, qui actuellement, on s'en fout, entre guillemets, mais pas tant que ça, parce que le Lightning Network, je rappelle, hein, c'est le layer 2, c'est-à-dire c'est une blockchain de seconde couche, qui est greffé à la blockchain principale de Bitcoin pour permettre aux entreprises notamment de faire des transactions paiement en Bitcoin, mais à l'instant T, parce que je rappelle que le Bitcoin, le problème majeur du Bitcoin, c'est qu'il n'est pas scalable à la base. Et donc, pour faire la moindre transaction en Bitcoin, si vous l'avez testé, vous avez visiblement été confronté à ça, c'est-à-dire que ça prend quelques minutes au minimum pour faire une transaction en Bitcoin sur la blockchain principale. Et donc, le Lightning Network, forcément, ça permet aux entreprises comme McDonald's d'imaginer, si vous deviez attendre 5 minutes avant de faire le paiement, d'approuver un paiement en Bitcoin pour acheter votre Big Mac, forcément, McDonald's ne serait pas satisfait et vous non plus. Clairement, parce que c'est une perte de temps et donc une perte d'argent, enfin, etc. pour l'entreprise et pour vous. Donc, le Lightning Network, voilà, c'est vraiment une révolution et c'est toujours plus... voilà, donc là, il y a un record de capacité encore qui a été battu. Donc ça permet justement de moderniser en fait l'intégration du Bitcoin dans le marché du business en fait des entreprises. Et ça fait la différence même pour le long terme. Voilà. Bon, juste une nouvelle comme ça. Ensuite, cointribune.com, Bitcoin résiste à la hausse des taux japonais, mais les altcoins vacillent. Alors ça, j'en parlerai un peu plus tard en fin de vidéo avec le cours de l'or, également de l'argent en parallèle, parce que c'est plus un peu géopolitique, économique. Mais effectivement, en ce moment, on est en train vraiment d'assister à les problèmes économiques généraux qui impactent tous les marchés, mais pas que le Bitcoin, hein, ça impacte aussi le S&P 500, ça impacte même l'or, l'argent, pour d'autres raisons, donc j'en parlerai. Mais du coup, là, on est vraiment dans un contexte, je dirais presque on pose la question sur en train de s'écrouler, quoi. C'est un peu ce qu'on ressent comme sentiment ou inquiétude, en tout cas, sur les marchés. Après, je continue, et là, je vais atteindre les bonnes nouvelles, parce que j'ai commencé quand même avec une mauvaise nouvelle, il faut dire les choses, hein, faut être, réaliste sur les choses, et dire les choses, mais moi, voilà, j'aborde maintenant les nouvelles mathématiques, c'est même pas des bonnes nouvelles, c'est des nouvelles mathématiques. Là, sur cryptost.fr, les réserves d'Ethereum sur les exchanges au plus bas depuis 2016. Voilà, récap de la nuit du 17 au 18 décembre 2025. Donc, on voit bien que au niveau du sentiment, on est vraiment dans quelque chose, donc ça y est, c'est le bear market, c'est la fin, mais parallèlement à cela, et c'est la même chose pour Bitcoin, j'ai montré la courbe des réserves d'exchange, de Bitcoin sur la plateforme exchange la semaine dernière ou il y a 2 semaines, où on était aussi à un all-time low, c'est-à-dire un plus bas jamais enregistré sur Binance, mais également sur toutes les autres plateformes exchange. Donc on a une tendance aujourd'hui où on a les Bitcoin et Ethereum, qui certes, on l'a vu, subissent des retraits de capitaux sur les ETF, c'est clair, cette semaine c'est évident, mais en parallèle, on a un retrait massif de ces mêmes actifs sur les plateformes exchange. Donc on a une crise de liquidité, parce que je rappelle que les personnes qui retirent en fait leur Bitcoin et Ethereum des plateformes exchange, c'est pour les stocker sur des cold wallets et donc les mettre en sécurité pour le long terme. Alors qu'inversement, plus une plateforme exchange a d'actifs, notamment de Bitcoin ou d'Ethereum, et plus cela signifie que les utilisateurs en fait vendent leurs actifs sur la même plateforme exchange. Voilà, grosso modo. Donc ça prouve qu'on se dirige quand même malgré tout toujours plus vers une crise de liquidité. Et c'est ça qui détermine, en tout cas c'est évident, hein, l'offre et la demande et donc les prix derrière. Voilà, donc pour moi, on est encore très loin d'avoir tout vu sur Bitcoin et Ethereum au niveau des prix. On a un choc de liquidité qui est réellement en train de se former
actuellement, on le voit depuis 2016. Hein. Ethereum n'a jamais été au plus bas depuis 2016 en termes de réserve. Je sais pas si vous imaginez, même en 2021-2022, ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc, je ne vais pas vous dire mieux. Je continue, parce que là, je vous mets la pile de nouvelles pourquoi je crois encore à la suite des choses pour le bull run, et que je pense qu'on n'est plus du tout, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un moment, on n'est plus du tout dans un cycle de 4 ans. Parce que là, Cointelegraph France, les nouvelles baleines Bitcoin achètent en masse malgré la volatilité. Que font les milliardaires, les millionnaires, les entreprises, les personnes initiées à la finance aujourd'hui ou qui ne croient plus au dollar ou qui ont peur justement de tout l'aspect des bons trésors là, japonais, enfin la crise en cours et surtout la hausse des taux directeurs de la Banque centrale du Japon, parce que je vais en parler après, mais là aussi ça les impacte, ils se réfugient dans l'or et le Bitcoin. Voilà. Donc les nouvelles baleines Bitcoin, c'est pas compliqué, c'est les millionnaires, les milliardaires. Je pourrais vous en faire une liste de long comme le bras. Je passerai 1 heure à vous citer tous les millionnaires et milliardaires qui ont acheté du Bitcoin cette année, qui continuent à en acheter, pendant que une grosse partie de la masse, je suis désolé de dire ça, mais c'est vraiment ça. En plus, j'ai montré les courbes, les graphiques qui prouvaient qu'en fait, les particuliers vendent au profit des milliardaires, des baleines et des entreprises et des institutions. Voilà, on en est là. Donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose. On dit, on peut continuer. Là, j'ai une nouvelle qui est tombée. 12, la banque, donc Charles Schwab, l'institution Charles Schwab, pardon, qui pèse quand même 12 trillions de dollars, eh bien, a déclaré que ça y est, elle allait offrir des services en Bitcoin et Ethereum au niveau du trading début 2026. On y est. Charles Schwab, c'était une des sociétés, une institution qui était résistante, réfractaire justement au Bitcoin. Donc Charles Schwab, c'est carrément une des institutions aux côtés de JP Morgan, Citigroup, Bank of America, enfin dans le même lot. Donc on voit bien qu'il se passe des choses quand même au niveau institutionnel et qu'on est très loin d'un bear market classique comme on avait en 2021-2022. On n'avait pas tout ce renfort institutionnel ou les banques qui adoptaient le Bitcoin en termes de services. Vous voyez? Et donc, ce qui me fait dire aussi qu'on n'est pas encore dans un bear market prononcé, c'est que là, j'ai le daily economy et regardez-moi ça, le retour de l'assouplissement quantitatif. Alors, vous avez quand même parlé il y a 2 semaines, au moment où la Fed annonçait la fin du QT, c'est-à-dire le quantitative tightening. Vous avez dit, dans quelques mois, j'avais été pessimiste, entre guillemets, réaliste, j'ai dit, dans quelques mois, la Fed va annoncer le retour du QE, c'est-à-dire l'inverse du QT. C'est-à-dire, en fait, l'assouplissement directement quantitatif, directement sur les marchés, c'est écrit ici. Et donc, vous voyez, du 17 décembre 2025, après plusieurs années de resserrement quantitatif, c'est-à-dire le QT, la Fed relance l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire le QE, quantitative easing en anglais, face aux pressions persistantes des marchés et des politiques monétaires. Voilà. Donc là, ça y est, c'est-à-dire que la Fed, la Banque Centrale Européenne, ouvre les vannes et injecte des liquidités dans l'économie. Or, j'ai expliqué ma théorie, c'est que moi, personnellement, je pense que le Bitcoin n'est pas tant que ça lié au halving, ou alors s'il a été lié au halving au niveau des cycles par le passé, c'est parce qu'il y avait plus de Bitcoin qui impactait le marché lorsqu'on ouvrait on fermait le robinet du halving, enfin vous savez, au niveau des nouveaux bitcoins mis en circulation. Mais aujourd'hui, les halvings ont de moins en moins, on le sait, avec le temps qui passe, d'impact sur les marchés, puisque quand vous avez très peu de bitcoins à mettre en circulation au fur et à mesure du temps, puisque la majorité, 90% des bitcoins sont déjà mis en circulation. Donc le halving, on le sait, aura moins d'impact au fur et à mesure du temps, et a déjà moins d'impact que par le passé au niveau des prix, par rapport à l'offre et la demande sur le bitcoin. Donc, ce qui fait aujourd'hui, en fait, le prix du Bitcoin, c'est l'offre et la demande, c'est surtout la liquidité. Et cette liquidité, elle est forcément liée, notamment donc au Money Global Supply mondial, où il y en a eu un nouveau record au niveau américain la semaine dernière, je vous ai montré, mais également les comportements de liquidité au niveau des banques centrales mondiales, sur la Chine, les États-Unis, l'Occident, enfin bref, l'Europe, tout le tralala. Voilà. Et donc là, on vient d'avoir la preuve que ça y est, la Fed a annoncé qu'elle passait en quantitative easing, c'est-à-dire assouplissement
donc quantitatif, et donc elle allait injecter la liquidité dans les marchés. Et ça, c'est une première depuis, tenez-vous bien, 2022. Comme par hasard, et donc c'est là où c'est hyper intéressant, je vous montre là le tweet de Quinten, donc 48 ETH, qui est un fondateur et qui fait partie du cofondateur de WeRate Official, enfin bref, il a été auteur d'un business dans Forbes, bref, je vous passe la chose, mais on s'en fout, le plus important c'est ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a fait justement l'étude de cette liquidité par rapport au QE et au QT que ça impactait le Bitcoin au fur et à mesure du temps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le premier QE, il a eu lieu en 2008 par rapport au Bitcoin, par rapport au Bitcoin bien évidemment, et derrière, on a eu plus 900% pour le Bitcoin. Ensuite, la banque centrale, donc américaine, a terminé le QE pour passer au QT, et donc le Bitcoin corrigé, on a eu un premier bear market, donc moins 21% directement en 2014. Ensuite, on est repassé du QE au QT, donc en 2017, boum, plus 45% sur le Bitcoin, jusqu'en 2019, où on a eu la fin du QT. Et là, on a eu un plus 16% en 2019, c'était la préparation au cycle de 2020, en fait. Et ensuite, premier redémarrage du QE en 2020, le Bitcoin nous fait un 1080%. 1080%. Et enfin, fin du QE 2022, bear market de 2022, moins 45%. Et enfin, aujourd'hui, start of QT, donc 2022, on a eu plus 20%, mais jusqu'à aujourd'hui, on était en quantitative tightening, c'est-à-dire resserrement simplement des liquidités jusqu'à aujourd'hui. Et là, on est donc du coup fin du QT et début du QE, décembre 2025. Donc logiquement, si bien sûr la théorie est valide, parce que ça reste bien sûr une théorie, hein, je rappelle, ça peut-être que c'est totalement faux ce que je dis, et que n'y a pas d'impact au niveau du Bitcoin, mais ça me paraît quand même peu probable, parce que on sait que la liquidité, c'est ce qui impacte les marchés. C'est logique, c'est mathématique, hein, voilà, je reste très objectif là-dessus, et je pense que c'est vraiment la liquidité qui fait les marchés boursiers, c'est-à-dire qu'on voit bien que par exemple le S&P 500, c'est ce qui fait monter le S&P 500, la bourse, c'est tout simplement l'injection de liquidité sur le marché. Et la bourse ne fait que monter, d'ailleurs, depuis 40 ans. Enfin, il y a eu des corrections, bien sûr, voilà, des corrections forcément, mais globalement, ça ne fait que monter. Mais pourquoi? Parce que c'est lié également au global money supply, la liquidité qui est injectée sur les marchés. C'est logique. Ah, voilà, vous n'avez pas de liquidité, vous n'avez pas de marché boursier. Le Bitcoin n'échappe pas à la règle. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez un retour du QE, à mon sens, on va pas avoir un bear market qui normalement devrait être déclaré, hein, si on se basait sur les 2 ans de hausse, 2 ans de baisse, mathématiquement se référer aux dates de démarrage et de fin de cycle, on devrait là effectivement être en début de bear market. Mais à cause de ces changements de comportement des banques centrales, de liquidité, etc., je ne pense pas que nous serons dans les mêmes configurations. Je peux me tromper, mais je pense pas. Voilà. Après, on verra ce que ça donne en 2026, mais je pense qu'on a encore des belles surprises à voir. Après, on n'est pas encore à l'abri qu'on ait une chute sur le court terme du Bitcoin, hein, évidemment, mais sur le moyen terme, long terme, de toute façon, on est sûr, le Bitcoin est destiné, moi je réitère toujours ma prédiction, d'ici 2030, le Bitcoin, 1 million de dollars. Voilà. Ça, j'ai toujours dit, pour moi, il n'y a pas photo par rapport à ça. Bon, donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ah oui, effectivement, alors j'ai bien entendu certains commentaires. Merci pour le micro. Effectivement, le son, il n'est pas encore réglé parce que j'ai changé de PC. Enfin, ça a été un peu le bordel. Donc, j'arrive pas à le régler. Je sais pas si c'est le logiciel ou si c'est mon PC qui est peut-être pas calibré pour mon micro. Donc, j'ai carrément commandé un nouveau micro. Voilà, carrément. Et j'espère que ça va le faire. Donc je suis désolé, je pense que c'est la dernière vidéo là où ça grésille un peu, où le son n'est pas bon. Et puis j'espère qu'après je vais arriver à régler avec un nouveau micro qui est normalement un peu mieux, enfin une meilleure qualité en tout cas. Voilà. C'est au passage, hein, j'y pense maintenant.
Donc j'ai bien retenu le commentaire. Je vous remercie de m'avoir fait remonter l'information, enfin Lip, de m'avoir fait remonter l'info, c'est très sympa. Voilà. Bon, sur ce, le Bitcoin, vous avez compris que moi, en tout cas, je reste hyper confiant pour la suite des choses. Il y a juste le court terme, effectivement, on peut se poser la question, mais même court terme, vous voyez, je suis bullish, parce que j'ai des éléments à l'appui quand même, c'est pas je serai du chapeau comme ça, c'est parce que c'est lié à la liquidité. Voilà. Bon, allez, maintenant je passe au prochain projet, c'est-à-dire à VeChain notamment. Et donc VeChain, ça y est, on a les premiers retours, vous savez, de tout ce qui est la mise à jour Hayabusa et des impacts que ça a sur l'écosystème de la blockchain VeChaintor. Et donc ça y est, on a la tokenomics, regardez, où on a ça y est, la génération, vous savez, de VTHO qui a été divisée par deux quasiment, puisqu'on a une réduction de 54% en fait de génération. Donc ça y est, on a bel et bien un bel effet de la mise à jour Hayabusa qui est en route et qui va forcément déjà impacter le réseau. Et moi, je peux vous dire qu'il y a déjà des impacts parce que on voit même au niveau de la TVL et des statistiques. Alors, je vous passe bien sûr toutes les statistiques et la TVL derrière. Donc là, au niveau des nouvelles adresses, des nouveaux comptes, bon, on voit qu'on a une perte quand même de momentum puisqu'on est à des nouvelles adresses. Là, on a 5791 nouvelles adresses. Bon. Donc c'est vrai que là, VeChain en perte de momentum sur les nouvelles adresses, mais ça reste quand même une très belle performance parce que si on fait la conclusion de 2025, je rappelle que là, en janvier 2025, nous étions encore à 4 915 000 adresses sur la blockchain de VeChaintor. Donc en un an, la blockchain VeChaintor a gagné 10 millions quasiment de nouvelles adresses. Truc de malade. C'est un truc de malade. Et ça, bien sûr, c'est lié à l'écosystème, en fait, de la plateforme VBetterDAO. Ça fait un moment, d'ailleurs, je l'ai pas mis à jour. Alors, peut-être la semaine dernière, parce que j'ai pas trop le temps. Mais, je pense que la semaine prochaine, je ferai le point sur la plateforme VBetterDAO qui a été mis en place, comment ça marche, les mises à jour, etc. Je fais un focus là-dessus. Mais là, j'avoue, j'ai mis le paquet sur les RWA, sur la finance, mais je vais refaire un point là-dessus parce que même moi, je sais pas où ça en est. J'ai plus utilisé du tout la plateforme VBetterDAO, donc faut que je me remette au goût du jour. Bon, bref, allez, je continue au niveau du token. Alors là, VeChain, vous voyez, effectivement, on est en perte de momentum, hein, parce que là, on a perdu 100 000 holders. Je pense qu'avec la chute des prix du VeChain, on a eu vraiment un sentiment de délaissement, de laisser aller et on a perdu une partie, ça se comprend parfaitement d'ailleurs, de l'écosystème. Hein. Donc il y a des investisseurs qui ont vendu tout simplement, qui sont passés à autre chose, sûrement dégoûtés par à la fois le prix du VeChain qui a chuté et bien sûr les nouvelles. C'est vrai qu'on manque de nouvelles sur les aspects industriels, supply chain, j'ai toujours dit, à un moment quand même qu'on parle, hein, cet aspect-là, et qu'on est trop concentré sur la plateforme VBetterDAO. L'écologie, tout ça, alors c'est bien, mais bon, l'écologie, voilà quoi, c'est ok, mais quand c'est cohérent, et puis bon, bref, j'ai pas épilogué là-dessus, c'est un autre débat, mais je pense que VeChain, c'est un peu écarté de son essence première. Il est temps vraiment qu'ils repassent à leur essence, même après, une fois qu'ils ont mis cette mise à jour Hayabusa, maintenant, il est temps de se recentrer, les gars, sur le business. Sur le business. C'est ça qui est intéressant au niveau surtout de la blockchain, hein, clairement. Même si la plateforme BetterDAO est très très bien, il y a des utilités, c'est le RWA des actions de l'utilité réelle, mais bon, c'est pas ce que les investisseurs, et je pense, hein, je pense pas parler au nom de tous les investisseurs, mais en tout cas, avec ma vision d'investissement, alors en plus, moi, je suis sur VeChain depuis quand même 2020, hein, donc j'ai bien vu l'évolution, je vois bien le système. Et ce qui remonte vraiment comme information, c'est le manque de partenariats industriels par rapport à la hype de 2020. Je me souviens que moi, en 2020, VeChain avait vraiment un énorme momentum et une hype basée sur tous les partenariats. Et je me souviens qu'au moment du pic des prix du VeChain, on avait une annonce de partenariat notamment entre Salesforce et VeChain. Voilà. Donc c'est ça qui fait, les gars, le momentum là sur VeChain, c'est ça. C'est ça, faut pas perdre de vue. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Mais bon, le projet quand même reste extrêmement solide. Je passe maintenant à la TVL, hein, pour vous dire, effectivement. Donc au niveau du dollar, forcément VeChain s'est pris une grosse claque au niveau des prix. Donc la TVL en dollars, elle a pris une claque également, hein, on le voit ici.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que depuis la mise à jour Hayabusa, en nombre de VeChain, ça repart. Regardez, ça c'est positif, c'est que la TVL de VeChain repart à la hausse en nombre de VeChain, en fait bloqué en valeur dans la blockchain de VeChain. Donc ça c'est positif parce que ça montre un regain d'intérêt justement des investisseurs sur VeChain. Bon, donc le projet c'est bon. Ils ont fait vraiment, je pense, un bon carton VeChain avec l'attrait de nouveaux comptes grâce à VBetterDAO et donc ils alimentent en fait l'utilisation de la blockchain VeChain Tor, mais il est temps maintenant qu'effectivement ils remettent le token en lui-même VeChain au goût du jour et non plus se concentrer sur le token Better ou le VTAFO qui est l'autre, en fait l'antagoniste, je dirais, ou le jumeau de VeChain pour les frais de transaction sur la blockchain. Voilà. Donc VeChain ont du boulot encore maintenant sur les partenariats industriels, mais ils ont énormément avancé quand même par rapport à 2020. Il n'y a pas photo déjà rien qu'en nombre de comptes directement sur la blockchain. Bref, allez, je continue. Cette fois, je passe maintenant au RWA, à la finance effectivement donc décentralisée, et je passe à Ondo Finance. Donc Ondo Finance, regardez, ça y est, ils attirent maintenant des poids lourds en Europe, puisqu'on parle de maintenant Amundi, donc avec 2,3 trillions d'euros d'actifs sous gestion, qui sont l'équivalent un peu au niveau européen, je dis bien européen, de BlackRock. Et donc, ça y est, ils ont fait un rapport où ils décrivent tout simplement comment, en fait, le OUSG, c'est-à-dire le fonds de Ondo, dédié, il me semble, au Bon du Trésor, représente en fait une avancée innovante dans la tokenisation des actifs de la finance traditionnelle. Donc ça y est, Ondo Finance est désormais de plus en plus considéré par les institutionnels et même en Europe, pour vous dire en Europe quoi. Le dinosaure de la finance traditionnelle, c'est l'Europe. Et même l'Europe commence à s'y mettre à la tokenisation d'actifs et à s'intéresser de très près, notamment à des projets comme Ondo Finance. Donc c'est là où on voit l'intérêt d'Ondo. Je continue toujours où Ondo, ça y est, a mis le paquet. Alors, j'avais annoncé déjà les partenariats entre Ondo Finance, BNB, c'est-à-dire que Binance en fait, le réseau de Binance, et Ethereum notamment, et là on continue avec tout simplement l'annonce par Ondo d'une technologie de bridge, c'est-à-dire de pont cross-chain, qui permet en fait d'assurer à l'ensemble des partenariats, des blockchains au niveau de la finance décentralisée, l'accès à plus de 100 actifs tokenisés, également aux ETF de Ondo. Donc c'est du lourd, clairement, qui est en train de se passer, et ça c'est possible grâce à la collaboration avec Layer 0 Corp, comme on peut voir ici, et sécurisé bien sûr par un système Canary Proto. Donc je pense que c'est un système d'Oracle également, mais également d'auditeurs ou de sécurisé, bref. Voilà. Donc ça y est, Ondo Finance est en train de conquérir tout simplement tout l'écosystème, l'ensemble de l'écosystème de la finance traditionnelle et décentralisée, donc le Web 3.0, la crypto-monnaie, en fait les blockchains, pour assembler tout ça et créer le Wall Street 2.0 avec le RWA, tout simplement, et les actifs tokenisés, quoi. Bon, et tout ça, pourquoi je dis ça? Simplement parce qu'en plus on a les chiffres, désormais c'est partagé par Ondo Finance directement, où il déclare qu'effectivement, Ondo, ils sont en train vraiment de devenir les leaders des actifs tokenisés, du RWA tokenisé tout simplement, des actifs, avec tout simplement, regardez, Ondo Finance, ils ont plus de TVL directement que tous les autres projets du même secteur combinés. Ils sont les leaders, ils éclatent absolument tout le monde sur la TVL notamment, ils sont à 364,4 millions de dollars de TVL. Les deuxièmes, c'est Bakkt Finance avec 164,4 millions de dollars. Ils ont mis un bouchon là. Donc Ondo Finance, ils ont mis un bouchon littéralement tous les autres projets, à tous leurs concurrents, tout simplement, dans le même secteur. Et en plus de ça, vous voyez, ils ont 103 actifs tokenisés. Alors, ils ont des comptes de RWA. Leur concurrent principal, c'est Bakkt Finance, ils en ont 64. Il y a Dinari qui en a 88, mais ils attirent très peu
de TVL sur le projet. Voilà. Donc, Ondo Finance, vraiment pour moi, ça va être le leader, mais dans le R2A des actifs tokenisés, vraiment à ne pas rater aussi. Pourquoi? Parce que leur TVL est impressionnante. Regardez là sur DeFi Lama toujours, la TVL de Ondo, c'est le seul projet du moment, je vois, en tout cas un des très rares projets, avoir une TVL qui continue d'exploser, quoi. Alors, on dirait qu'il n'y a pas de bear market pour Ondo Finance là. Enfin, zéro bear market. Ils explosent tous les compteurs. Et ça de façon régulière en plus. Ils ont même pas de creux. C'est-à-dire qu'une TVL, à moi il y a un peu de creux, bon, il y a des pertes de performance, voilà. Eux, ils en ont même pas. Ils ont juste eu une toute petite perte de creux, genre en janvier 2025. Et après, avec que des périodes d'accumulation, puis de montée en puissance de la TVL. De fou, quoi. Donc, Ondo Finance, vraiment, les amis, je pense pas trop m'engager. En fait, c'est un projet qui va performer, qui va surfer 2026, bear market ou pas bear market. C'est ça qui est intéressant, voilà. Bear market ou pas bear market, je pense que Ondo Finance va tout pulvériser sur son passage tôt ou tard, parce que, je vous le rappelle, la TVL, à mon sens, j'ai déjà montré quand même plusieurs fois, tôt ou tard, eh bien, c'est les fondamentaux en fait du projet et la TVL en fait impacte un jour ou l'autre les prix. Donc pour l'instant, Ondo Finance, en fait la TVL, on voit que c'est l'opposé des prix. Enfin, les prix chutent, la TVL monte, ce qui est notamment totalement incohérent et totalement en inadéquation. Mais là, c'est normal parce que Ondo, pour l'instant, c'est un token de gouvernance. Donc, il n'y a pas encore de véritable lien entre la TVL de Ondo et le token Ondo. Mais ça va venir. Et quand il y aura un vrai lien entre Ondo et la TVL, je serais pas étonné que le token Ondo, on en parle carrément dans les actualités crypto Cryptost.fr, qu'on a du coin, tout ça, parce que ce sera des performances de fou, quoi. C'est logique. C'est logique parce qu'ils attirent les capitaux et de plus en plus fort. Même en bear market. Bon, allez, je continue. Chainlink. Donc ça, c'est l'autre cheval de bataille, hein. Clairement, je pense que c'est un projet qui va tout pulvériser lui aussi sur son passage, tout simplement parce que ils attirent beaucoup trop les capitaux, les regards et les partenariats institutionnels. Et effectivement, c'est-à-dire que c'est les seuls qui sont dans les oracles, simplement avec une telle capacité de grade institutionnel, si je puis dire. Et donc là, ils rappellent tout simplement le marché du RWA au niveau mondial, avec toutes les catégories d'actifs concernés. Et donc, vous avez le marché des dettes, on parle de 150 trillions de dollars à tokeniser, hein, que tout ça c'est tokenisable, je vous rappelle, et donc Chainlink est parfaitement placé pour aider à tokeniser tous ces marchés-là dans le système des data, bien évidemment, parce que c'est rien à voir avec les actifs tokenisés comme Ondo. D'ailleurs, les actifs tokenisés comme Ondo, c'est un c'est un marché qui est à 400 milliards de dollars. Vous voyez? Donc c'est autre chose. Chainlink, eux, ils sont tellement dans l'aspect général des choses que eux, là, on parle de quadrillions de dollars. Le marché du data tokenisé au niveau mondial, vu que tout est je dirais, soumis à être sous forme de data, forcément, là, vous touchez absolument tous les marchés économiques au niveau mondial. C'est logique. Donc, du coup, les marchés des dettes, on parle de tout ce qui est l'aspect des monnaies fiduciaires, donc 110 trillions de dollars. Vous avez donc les marchés tokenisés, donc 148, pas tokenisés, les marchés des actifs, clairement 148 trillions de dollars. Le marché immobilier, le plus gros au monde, ou un des plus gros, 393 trillions de dollars. Le marché des dérivés, le trading, 1 quadrillion de dollars. Et puis après, vous avez donc le marché du commerce mondial, l'or, bien sûr, les assurances, forcément, et tout le reste qui, j'en passe, et des meilleurs. Donc, au total, si on fait vraiment l'addition de tout ça, Chainlink a le potentiel d'impacter un marché, tenez-vous bien, de 2 quadrillions de dollars. Ça veut dire 2000 trillions de dollars.
2000 trillions de dollars. C'est-à-dire que, bon, le cerveau, il est pas fait pour imaginer les zéros derrière, en fait. Voilà. Je vous le dis, mais c'est ça Chainlink, en fait. C'est les seuls qui font ça, donc ils sont destinés à conquérir vraiment des parts de marché là-dedans, parce que c'est vraiment eux qui gèrent le plus de partenariats institutionnels là-dessus. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ils ont aussi Chainlink intégré le système de preuve de réserve. Donc, je vous ai parlé il y a quelques semaines de l'exemple de Fort Knox. C'est-à-dire qu'on n'a plus de nouvelles d'ailleurs du tout. Je sais pas où ça en est Fort Knox au niveau des audits. Parce que Trump et Elon Musk avaient parlé à un moment d'auditer l'or de Fort Knox pour savoir où ça en est. Bon, depuis, plus de nouvelles. On espère bonnes nouvelles. Pas sûr, mais bon, à vous. Mais ce genre de questions, grâce à Chainlink, on n'aura même plus à se poser la question. Vous mettez justement le système off-chain, là, comme il nous montre, avec toute la valeur du marché, par exemple, de Fort Knox, de l'or au sein de Fort Knox, vous le mettez sous forme dans la blockchain de d'or tokenisé, vous le certifiez à travers les technologies, notamment CCIP ou autres, ou Proof of Reserve, comme ils le disent, de Chainlink, et vous avez un système qui est désormais en fait mis sur la blockchain et où absolument tout le monde a accès en fait aux données, ou alors si vous voulez pas rendre ça public totalement au niveau mondial, ben vous utilisez là aussi la technologie de camouflage de Chainlink où vous avez toutes les entités publiques, enfin de top secret si je puis dire, genre pourquoi pas ça comme ça, mais genre la CIA, le FBI, tout ça qui ont accès à ces données-là et uniquement eux, et qui peuvent après derrière certifier grâce à la blockchain et dire au reste du monde, oui, c'est bon, il y a bien au sein de Fort Knox les données ou l'or qu'il faut. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on ne sait pas, en fait, et puis s'il faut faire des audits à chaque fois, je ne dis pas la perte de temps, la perte d'argent, la perte de confiance, tout le tralala. Voilà l'intérêt de la tokenisation en fait des datas au niveau mondial, même sur les preuves de réserve. Et ça, c'est Chainlink qui sont experts là-dedans. Voilà pourquoi Chainlink, vraiment, ils ont toutes leurs épingles du jeu à jouer dans la tokenisation d'actifs. Bon, donc je continue, vous avez vu que vraiment ça avance à grands pas là. La technologie blockchain, c'est l'avenir. Tokenisation d'actifs, c'est l'avenir. Bon. Donc là, je passe à Plume, et notamment, autre bonne nouvelle pour ce projet, c'est que ça y est, le Real World Yield est live, c'est-à-dire a été mis en place sur Solana. Donc j'ai annoncé le partenariat, notamment à travers la CSO de Plume, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais montré, mais ça y est, maintenant, ça a été mis en place définitivement. Et donc vous avez 20 millions d'utilisateurs qui ont désormais accès justement à ce système à travers les fonds de Wisdom Tree, Hamilton Lane, Black Opal, Securities et Superstate Inc. au niveau des fournisseurs. Voilà. Donc, partenariat mis en place entre Solana et Plume, c'est avéré. Je passe maintenant à TVL de Plume. Alors, en dollars, forcément, Plume a encaissé des pertes au niveau des prix. Donc, tout comme le reste du marché, mais vous avez vu que contrairement à Ondo, la TVL de Plume a encaissé également un choc et on est revenu à des niveaux, en fait, de juillet 2025. Bon. Par contre, là où c'est intéressant, c'est en nombre de plumes. Oui, là, c'est pas la même. Donc là, on a subi une petite baisse, effectivement, sur le 20 décembre, entre le 18 et le 20 décembre, on a subi une baisse. Mais globalement, la TVL de plume est extrêmement solide. Là aussi, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'en nombre de plumes, on a un très beau, on a les investisseurs qui continuent d'injecter de la liquidité sur plume et de bloquer en fait quelque part la valeur sur la blockchain. Donc Plume, là aussi c'est très positif ce qui se passe, mais par contre vous notez que Ondo c'est exceptionnel à côté de Plume, parce que Ondo, vous avez vu, eux ils n'ont pas de respiration comme ça là, eux c'est accumulation, montée, accumulation, montée. Là vous voyez que Plume, on a des corrections même sur la TVL. Voilà, on peut vous donner quand même l'exceptionnelle condition de la TVL d'Ondo quoi. Bon. Allez, je continue maintenant, je passe à RWA.xyz, on va voir un petit peu les chiffres, et ça y est, ça repart à la hausse. Regardez, les chiffres commencent à repasser dans le vert, alors légèrement, bien évidemment, mais au niveau de la Distributed Asset Value, on repasse à 1,37% en plus de performance sur 30 jours.
Au niveau des holders, ça y est, on repart à la hausse avec 282 148 détenteurs de RWA sur l'écosystème de Plume. C'est de même pour les stablecoins en termes de holders. Il y a juste encore tout ce qui est transfert de valeur sur 30 jours au niveau du RWA, au niveau des stablecoins, où là, il y a une grosse baisse. Et également la représentative asset value, où là, on a une baisse quand même de 21%. C'est pas bon. Mais globalement, le reste, ça commence à se stabiliser, puis peut-être même à repartir à la hausse sur les fondamentaux. Bon, donc Plume, pour l'instant, ça reprend un très beau projet, surtout qu'il continue en fait d'avoir plus de 50% des parts du marché en termes de nombre de holders de RWA sur l'ensemble de l'écosystème du RWA. Donc ça, c'est quand même exceptionnel, et il continue de grossir en plus dans cet aspect-là de part de marché. Donc c'est là où l'intérêt de Plume, c'est vraiment qu'il capitalise de très belles performances à ce niveau-là. Et donc là, au niveau du marché du RWA général, effectivement, ça y est, on a le fin mot de l'histoire. Vous savez, j'avais expliqué qu'on est passé de 30 milliards à 19 milliards aujourd'hui. Je comprenais pas parce que ça se reflétait pas sur la courbe. Là, en plus, la courbe, vous voyez, est en train de repartir à la hausse et même en train de dépasser les anciens précédents records. Donc bref, les données, ça partait en vrille. Et donc en fait, ça y est, on a le fin mot de l'histoire, c'est énoncé ici, c'est qu'ils ont expliqué RWA.xyz, ils ont mis un nouveau système de classification pour les actifs tokenisés et l'analyse en fait des marchés. Donc c'est le Distributed et Represented Assets, en fait c'est ça qui impacte désormais, qui a été changé leur façon de calculer ou leur méthodologie. Et donc c'est pour ça qu'en fait on est tombé à 19 milliards de dollars de distributed asset value, tout simplement, mais rien de méchant en fait, et rien de changé sur le système au fond mathématique du RWA. On est toujours en montée. Regardez, on est toujours sur une belle performance au niveau de la courbe. Voilà, on a fait un mot de l'histoire. Et sinon, au niveau du reste, on est plutôt en positif, sauf le représentative asset value, où là on est à moins 6,29% sur 30 jours. Bon, globalement, on est en train d'assister à une stabilisation du marché du RWA, mais je pense que ça va continuer sur le long terme à grossir et de plus en plus vite, tout simplement parce que c'est beaucoup trop utile, comme je l'ai montré à travers les différents projets précédemment. Et maintenant, j'ai passé à XRP rapidement. Donc là, ils ont mis le paquet, le XRP sur les stablecoins et notamment sur le RLUSD. Et il rappelle, grâce à Lorraine Bertha, la stablecoin product lead à Ripple, en fait, pourquoi toutes les institutions sont désormais en train de se focaliser sur les stablecoins en priorité dans le narratif du RWA. Tout simplement parce que c'est la rapidité, l'accessibilité et la flexibilité qui font que les institutions préfèrent les stablecoins désormais, même aux monnaies fiduciaires. Alors c'est là où je vous dis, on est en train, en début de vidéo, je vous disais, d'assister à un changement de paradigme, même monétaire, c'est que même les banques, les institutions perdent de plus en plus confiance simplement au comportement des banques centrales, et donc préfèrent se diriger, se focaliser vers un stablecoin qui est indexé et qui est émis par l'entreprise privée, ou même par les propres entreprises qui désormais créent leur stablecoin en pagaille. Je vous parlais de JP Morgan, notamment qui est en train de créer un stablecoin. Enfin bref, toutes les banques sont en train maintenant de se lancer dans la course à la création de stablecoins et donc se mettre en concurrence directement, c'est ça qui est phénoménal, avec les banques centrales. Donc on a des banques privées qui sont en train de concurrencer sur leur propre terrain les banques centrales. Et ça, personne n'en parle. Mais c'est un changement de paradigme monétaire incroyable. Au moment où, en plus, vous avez l'alliance des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui ont lancé il y a 2 semaines la monnaie unique, c'est-à-dire l'étalon or. C'est le bordel. Je vous dis, c'est le bordel. Voilà. Donc, ça va pas aller bien pour l'Europe. Ça va pas aller bien pour l'Occident. Tout ce qui est l'euro, le dollar, les monnaies fiduciaires, le yen et surtout dans la zone économique occidentale, faut sortir de là. Donc vous pouvez mettre dans le franc suisse notamment. Après il y a l'or, l'argent, donc physique, et il y a le bitcoin, et il y a les crypto-monnaies.
Parce que le reste, ça va se péter la gueule. Ça va se péter la gueule. C'est destiné parce qu'en plus, on a vraiment une perte de confiance de la part même des institutions qui ont soutenu et qui ont été soutenues par le système de la politique monétaire depuis depuis toujours. Depuis toujours. C'est là où c'est intéressant de se passer là aujourd'hui. Donc on est vraiment en 2025, c'est allez de folie là-dessus. Je continue. Alors toujours avec le XRP, c'est ce que je vous disais là en début de vidéo, au niveau des ETF. Donc là, je suis sur cryptost.fr, aucune sortie et 1,14 milliard de dollars. Les ETF XRP Spot, on le vend en poupe. Depuis leur lancement, les ETF XRP Spot américains n'ont connu aucune journée de sortie nette et dépassent maintenant le milliard de dollars d'actifs sous gestion au retour sur les performances notables. Vous voyez où on en est au niveau du XRP. Donc on a Solana et XRP qui continuent de battre des records toujours plus vers le haut sans aucune sortie de capitaux, au moment où vous avez le Bitcoin et Ethereum qui, eux, au contraire, font un peu des sorties de capitaux ou une correction. Et là où je trouve, pour un bear market, on est quand même dans une situation assez incroyable. Et donc, c'est la théorie, c'est aussi si on est en bear market, je dis si on est en bear market, mais je vous l'ai déjà dit, moi, je ne crois pas que nous soyons en bear market. Au contraire, dans une correction de marché et qu'avec la liquidité qui est injectée, on va continuer le bull run et qu'on va avoir de très belles surprises dans les mois qui viennent. C'est mon avis, je peux me tromper. Je suis tout à fait très humble là-dessus. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs vos avis. On est tous avec des opinions différentes. C'est très bien. Et par contre, c'est là où on voit l'inverse, c'est qu'on a tout ce qui est le narratif des altcoins crypto, donc Solana également, mais XRP, avec les paiements transfrontaliers, ça attire les capitaux. Donc on a quand même une dissonance là, même de la part des institutionnels qui préfèrent injecter les capitaux dans XRP presque que dans le Bitcoin ou Ethereum. Bon, c'est intéressant. Je continue, maintenant je passe aux actualités crypto plus générales. Cryptost.fr, Securities annonce le lancement de vraies actions tokenisées émises en toute conformité. Le marché des actions tokenisées a enregistré une évolution importante au cours de l'année écoulée, au point de se disperser, une réalité à laquelle la société Securities souhaite apporter sa solution avec le lancement de vraies actions émises en chaîne en toute conformité. Donc quand on dit vraies actions, c'est bien sûr les actions de Tesla, Apple, enfin exactement ce que fait Ondo Finance au final. Donc à voir si Securities va pouvoir concurrencer Ondo et même les dépasser. Ça me paraît quand même peu probable parce que Ondo, ils ont déjà pris une grosse longueur d'avance et on sait très bien comment ça se passe dans le business. C'est que c'est surtout ceux qui ont l'avance et qui restent en plus dans des partenariats affichés. Il faut voir McDonald's. McDonald's, pourquoi ils sont aujourd'hui aussi forts et les leaders dans leur catégorie, c'est juste parce que c'est McDonald's. Vous avez Burger King, vous avez plein d'autres enseignes qui n'ont jamais réussi à supplanter McDonald's juste parce que c'est les leaders, c'est les numéro 1. Mais en fait, fondamentalement, ils font la même chose. Voilà. Donc, Ondo Finance, je pense pas qu'il va s'inquiéter encore de Securities. Surtout que Ondo Finance, je rappelle, il y a le sommet qui va se dérouler en février 2026, où il y a absolument tout le gratin de la finance traditionnelle. Je crois qu'il en manque un seul. Je vous avais montré la semaine dernière la liste. Le fou, c'est du jamais vu. Quand on voit des conférences comme ça, surtout sur l'aspect crypto. Voilà, donc Ondo Finance, ils ont mis un boulevard déjà. Bon, ensuite, journalducoin.com, toujours sur le RWA, donc JP Morgan lance son dollar tokenisé JPMD sur Base, une révolution au sein de la TradFi. En gros, ils ont sorti leur propre stablecoin. Là, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ça. Donc leur stablecoin en plus tokenisé. Bon, donc on y est. Et quand je vous disais que les banques privées, JP Morgan en plus, pas n'importe quelle banque, grosse banque américaine, voire mondiale, en fait, vient de déclarer la guerre aux banques centrales. Vient de dire aux banques centrales, vient de leur cracher dessus en disant, finalement, on va faire nous-mêmes quasiment notre banque centrale, quoi. Dans quel monde on est, là? Donc, c'est pour ça que je vous dis, on est en train vraiment de basculer, tout simplement, dans un monde où on va avoir de moins en moins confiance dans les monnaies fiduciaires dirigées par les banques centrales et émises par les banques centrales, simplement parce que toutes les institutions ou toutes les personnes qui sont proches ou indirectement liées ou directement liées à la finance et qui ont compris comment le système fonctionnait,
c'est-à-dire qui fonctionne sur la liquidité imprimée définitivement et en masse à l'infini par les banques centrales, est en train d'arriver à la phase terminale. On le voit bien avec les dettes, avec l'inflation qui continue de galoper, avec la décision même de Jerome Powell, le président de la Fed, qui a fait une déclaration en 2021, je rappelle, hein, c'était vraiment l'histoire. Pour la première fois de l'histoire, l'inflation n'était plus transitoire, mais permanente. Donc c'était un aveu d'échec, tout simplement, de la part d'une banque centrale. C'est-à-dire, en gros, notre rôle de réguler l'inflation, eh bien, nous avons échoué. C'est ça qu'il disait à l'époque, globalement à travers cette phrase, et nous ne sommes plus capables de réguler l'inflation. Donc l'inflation devient permanente et n'est plus transitoire, comme avant. Voilà, et depuis, nous sommes en train d'assister à une fuite des institutions, des banques, etc., de monnaie fiduciaire, tout simplement, du dollar, de l'euro, etc., et ils se réfugient de plus en plus dans les crypto-monnaies. Donc les bitcoins, on a eu avec les ETF, l'Ethereum également, mais également en plus les services, et là en plus ils ont créé leur propre stablecoin. Délire. Voilà, donc c'est pour ça, les shitcoins aujourd'hui, c'est les monnaies fiduciaires. Il y a peut-être que le franc suisse qui va tenir la route encore, le dollar un peu, mais tout le reste, faut dégager, quoi. Allez, je continue avec cette fois l'or. Donc c'est pareil, l'or. Donc là, sur cette semaine, regardez, l'or est reparti à la hausse. On est retombé sur une finale, voilà, sur un 119 000 euros le kilo. 119 000 euros le kilo. Donc là, on est à un couilla du record absolu de 120 000 et quelques. Donc je mets sur 20 ans maintenant, hein, sur le cours de l'or. Vous voyez, le record absolu, on était à 120 000 euros et quelques. Bah là, on a 119 115. Donc l'or continue en fait de nous passer le message comme quoi il n'y a rien qui va au niveau économique sur le plan monétaire, mondial, enfin ce que vous voulez. Et c'est la même chose pour l'argent. L'argent pour une autre saison, mais l'argent, lui, a carrément encore fait péter les records. Cette semaine, on a un nouveau record de l'argent absolu, hein, sur jamais vu, sur l'argent cette semaine. Donc ça, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de surprise. On a eu une pénurie d'argent, ça fait 1 mois et demi que je vous préviens à peu près. De revoir les vidéos, hein, que je vous ai faites au fur et à mesure du temps. Donc on y est, voilà, on a les conséquences de cette pénurie. Je vous apprends rien, je vous avais déjà prévenu. Voilà. Mais ça va continuer parce que en plus de cette, pour donner le contexte plus précis de ce qui s'est passé sur l'argent, c'est qu'en fait on a une bulle sur les contrats à terme qui a littéralement explosé. Et donc les banques en fait n'ont plus désormais de confiance entre elles, parce qu'il n'y a plus d'argent, elles le savent très bien, il n'y a plus d'argent physique dans les coffres. Il y a une pénurie. Donc forcément, tout ce qui est l'aspect des options qu'il y avait qui maintenaient artificiellement le cours de l'argent pour les industries assez bas, mais ne marche plus. Parce qu'à partir du moment où les banques ne sont plus prêtes à se vendre et de se faire confiance en fait de contrats à terme bidons, parce que basés sur de l'argent physique qui n'existe pas, eh bien du coup plus personne ne vend, n'achète dans les banques de l'argent. Il n'y en a pas en fait. Voilà, alors qu'avant, à partir du moment où le système, tout le monde se faisait confiance, eh bien les contrats à terme sur l'argent marchaient. Mais ça a duré quelques années comme ça, mais là ça ne fonctionne plus. Pour donner un peu l'ordre de grandeur, même là aussi, la psychologie des marchés, c'est le bordel. Même sur l'or et l'argent, quoi. Bon, et donc ça y est, on ne peut plus désormais vendre d'argent, des pièces d'argent, vous savez, tout ce qui est les philharmoniques, les Maple Leaf, en once, en argent pur, eh bien, ne sont plus disponibles, parce qu'elles ne sont plus fabriquées, parce que tout simplement, il n'y a plus de matière première argent pour les fabriquer. De même pour les lingots, il n'y en a plus. Donc les seules pièces qui restent encore sur les marchés en argent, ce sont les pièces françaises, vous savez, mais qui sont malheureusement taxables à la revente en France, hein, bien évidemment. Quelle surprise, de 11,5% à la revente. Voilà, donc c'est pour ça que, bon, et puis c'est pas de l'argent pur. Vous savez, tout ce qui est les Hercule, les 5 francs semeuses, tout ça. Bon, donc c'est le bordel. Voilà, c'est le bordel. Et donc c'est pour ça que l'or, l'argent sont en train d'exploser. Donc l'argent, on l'a compris, pour la raison de la pénurie, et également, je pense, le rattrapage du ratio entre l'or et l'argent qui a jamais été aussi élevé
dans toute l'histoire de l'humanité, parce qu'on a un ratio de 1 kg d'or pour quand même 100 kg d'argent actuellement. Je rappelle durant la Seconde Guerre mondiale, même là, nous étions à 1 kg d'or pour à peu près 15 kg d'argent. Donc là aussi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau du ratio entre l'or et l'argent? Donc tout ça fait que moi je vois encore personnellement un argent qui peut, je dis pas, après j'ai pas la science infuse, mais j'aurais pas le boule de cristal, mais qui peut encore nous faire un x2, voire un x3 s'il y a un short squeeze. Bon, donc un ordre de grandeur quand même de la potentiel d'argent. Donc si vous avez de l'argent, surtout vous le gardez, parce que bon, de toute façon, même en cas de crise, c'est le top. L'argent physique et l'or physique. Voilà. Mais pour vous dire, dans le monde dans lequel on vit, quand même, c'est fou, ce qui se passe. Donc là, maintenant, j'ai parlé un peu plus du Japon. Alors effectivement, là, je suis sur euronews.com et donc on a la Banque du Japon qui relève ses taux vers une crise obligataire mondiale, point d'interrogation. Vous voyez, l'article date du 19 décembre 2025, c'est extrêmement récent. Effectivement, la Banque du Japon a annoncé, en fait, relever ces taux donc directeurs, notamment de banque centrale, et ça c'est une première, tenez-vous bien, depuis 1995. Depuis 1995, c'est du jamais vu pour la Banque du Japon. Et le problème, voilà, c'est là où on peut dire, bon bah ok, le Japon il remonte machin, c'est à 2000 km, on s'en fout. Bah non, parce que le Japon, justement, comme ça fait depuis 1995, en fait, qu'on n'a jamais atteint les taux directeurs aussi élevés pour la Banque du Japon. Donc là, on parle de 0,75%, c'est pas énorme pour une banque centrale, mais pour le Japon, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, que comme la Banque du Japon, c'était la banque la plus préservée au niveau mondial et vue comme telle par les investisseurs mondiaux sur le fait qu'elle ne relève jamais, même en temps de crise, ses taux directeurs, c'est vraiment les résistants de la première heure sur la hausse des taux directeurs. Eh bien, tous les investisseurs, notamment surtout japonais, pour avoir des rendements, notamment au niveau des obligations, ont toujours investi à l'étranger. Et donc on parle, c'est exactement pour cette raison, que la Banque du Japon, ou que le Japon en général, c'est vraiment le premier créancier au niveau mondial. Donc on parle d'à peu près 3600 milliards de dollars, en fait, de volume d'obligations, en fait, grâce à l'argent japonais, les Japonais qui investissent en Europe, en Occident, aux États-Unis, etc. Voilà. Et donc le problème, c'est qu'avec cette augmentation du taux directeur, les Japonais, ils ont moins d'intérêt à investir à l'étranger. Ils ont plutôt intérêt à rapatrier leurs fonds. C'est là où ça devient le bordel, en fait, pour investir sur des actifs japonais, en fait. Et il est là le risque, sur les premiers créanciers mondiaux, notamment et même des États-Unis, etc. Et donc, si tous les Japonais commencent maintenant à retirer leur liquidité et leurs fonds des marchés mondiaux, vous avez compris, on risque d'avoir une crise majeure, donc obligataire, mais ça, à la limite, c'est le moins pire. Après, pour avoir une crise carrément boursière, totale, totale, puisque là, on parle d'une chute de liquidité sur les marchés. Voilà. Donc, voilà pourquoi je pense qu'on est vraiment en 2025. C'est intéressant, C'est intéressant ce qui se passe là. Donc on est vraiment en train d'assister à des changements totaux sur tous les niveaux. Et donc je vais finir la vidéo, les amis, sur un dernier tweet de Cointelegraph, comme on peut le voir ici, qui fait référence justement aux différences en fait entre l'or et le Bitcoin. Et c'est là où c'est intéressant parce que bien sûr les deux sont totalement différents et en fait se complètent. Et on peut le voir ici, par exemple, tout ce qui peut être acheté effectivement dans la seconde, c'est le Bitcoin. L'or, évidemment, c'est plus compliqué puisqu'il n'est pas accessible. Également, il n'est pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au niveau physique. Contrairement au Bitcoin. Alors que les deux ont un système de supply limité. Vous voyez? Après, il y a tout le système physique, c'est-à-dire de transport, de stockage, etc. Le Bitcoin, lui, il n'a pas tous ces problèmes-là, contrairement à l'or. Effectivement. Après, vous avez aussi l'aspect de preuve de réserve. Eh bien, lui, le Bitcoin n'est pas concerné par ce problème-là, puisque comme il est sur la blockchain directement,
eh bien tout le monde sait exactement combien il y a de Bitcoin en circulation, par quelle baleine, etc. On a même les proportions, etc. Enfin, c'est très précis. L'or, ce n'est pas le cas. La preuve, je vais parler de Fort Knox. Fort Knox, est-ce qu'il y a encore une bonne quantité d'or? Voilà, on ne sait pas. Le problème de l'or. Et enfin, est-ce que il y a l'avantage par contre de l'or, c'est qu'il n'y a pas tout l'aspect technologique de stockage au niveau de la crypto-monnaie, au niveau des, vous savez, des cold wallets, etc. Enfin, donc toute la technologie en fait cryptographique est une vraie barrière, un vrai frein actuellement, notamment je pense pour des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la technologie ou avec l'informatique, le numérique. Voilà, donc ça c'est vraiment la barrière du Bitcoin par rapport à l'or. Alors que l'or c'est physique, quand vous l'achetez, c'est pas compliqué, vous l'avez dans les mains et basta, et vous êtes tranquille. Voilà. Donc je trouve vraiment ce tableau est extrêmement sympa pour prouver les différences de particularités entre l'or et le Bitcoin, mais également ce qui fait la force d'avoir à la fois de l'or physique et à la fois du Bitcoin. C'est pour ça que moi, je ne suis pas conseiller financier, je le rappelle, hein, bien évidemment, je ne connais pas l'avenir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien aujourd'hui, je pense, en tout cas avec conviction personnelle, que avoir du Bitcoin numérique avec en plus relié à une carte bancaire crypto qui permet numériquement, si l'euro s'effondre, le dollar s'effondre, d'aller dans un supermarché et de payer en fait en Bitcoin qui se convertit en euros à l'instant T, donc vous subissez pas l'inflation de l'euro, bah bref, tout le travail, l'hyperinflation, on arrivera à une hyperinflation, eh bien c'est top. Et inversement, si même le numérique s'effondre, il n'y a plus de numérique, eh bien il n'y a plus de Bitcoin, et donc là il resterait l'or physique, qui serait qui est encore la référence, bien sûr, de valeur refuge, hein, toujours par rapport à l'or, par rapport au Bitcoin, pardon. Voilà. Donc ça se complète et c'est bien en avoir. Et après vous avez l'argent également physique. Alors c'est de plus en plus compliqué d'avoir de l'argent, hein. Je vous préviens, si vous voulez acheter de l'argent, notamment des pièces, bah, c'est compliqué en ce moment. Bon courage. Donc gardez bien vos pièces en argent si vous en avez, ou vos bijoux ou autres, parce que ça va monter. Et c'est tout ce qui est les actifs. Donc on voit bien qu'aujourd'hui tout ce qui est les actifs de valeur refuge sont en train d'exploser. Il n'y a que le Bitcoin qui est en train de chuter, mais c'est aussi pour cette raison que je pense que moi le Bitcoin a encore de très beaux jours devant lui, c'est parce qu'il est désormais catalogué comme actif de valeur refuge, et nous sommes dans une période d'incertitude totale. Alors en plus avec le Japon, là vous l'avez vu, sur l'aspect de finances traditionnelles. C'est pas, pour moi, c'est pas un hasard. On est au moment où on est ce genre de déstabilisation et d'incertitude de la finance traditionnelle. Ben justement des banques comme JP Morgan qui lancent leur stablecoin, qui se réfugient en masse dans les ETF, le Bitcoin, l'or, etc. Et c'est pour ça que l'or, d'ailleurs, atteint de nouveaux records. Hein. C'est parce que les banques centrales achètent en masse de l'or et dumpent le dollar. Bon, voilà. Donc sur ce, bah, les amis, vous avez compris, moi je vais être ultra bullish sur l'or, l'argent physique et sur le Bitcoin également, pour les raisons que je vous ai citées déjà préalablement. Bon, sur ce, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Hein. Je vous souhaite un excellent Noël, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes en famille, de finir l'année 2025 qui a été chaotique quand même, hein, faut le dire, sur les marchés boursiers et la crypto, etc. Bah, en beauté, c'est-à-dire ouais, faut déconnecter, faut se débrancher là de tout ça et profiter vraiment de la vie, hein, c'est ça le but quand même à la fin et voilà. Et sur ce, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. J'essaierai de faire une vidéo quand même la semaine prochaine, de rester régulier, voilà. Et puis je vous dis, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Ciao.